dans l'épisode 10 de Faites entrer le film. Bonjour Vivien. Salut Olive. Bonjour Kevin. Bonjour les garçons. Bonjour les garçons, ça me touche toujours un petit peu, j'ai l'impression de revivre mes 20 ans. Ok, génial, c'est écrit dans le titre, mais explique-nous tout Kevin, de quoi va-t-on parler aujourd'hui, s'il te plaît? D'une planète inconnue, d'extraterrestres, de liquide noir, d'un humanoïde, d'humains, d'un vaisseau, et des questions sans réponse. Bienvenue dans Prometheus. Ah Tian, tu nous avais dit que ça allait être naze ton intro, et je te confirme, c'est un peu naze. Je vous l'avais annoncé, il n'y a eu aucune surprise. Je crois que tu l'as écrit en 30 secondes. Je l'ai même pas écrite. D'accord, c'était assez incroyable. Ça résume tellement bien le film. Les gens de France et d'ailleurs, merci d'être là. Je sais pas d'où ça me vient. Ça me vient comme ça. Il fait très chaud aujourd'hui. Ça va être très compliqué, je vous cache pas. Attends, au moment où tu dis ça, j'ai chaud. Ah bah oui, moi aussi j'ai très chaud, hein, évidemment. Je te jure, c'est... très bien. Donc les garçons, on est d'accord pour dire que bon, le film, voilà, bof. Un chef-d'œuvre? Non. 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 Moi, je pense qu'on peut dire que ça aurait pu être mieux. Voilà. Largement Oui, j'aime mieux. bien, j'aime Oui, bien oui. cet optimisme. Ça aurait pu... Ouais, mais ça aurait pu être mieux. J'aime bien. Il y a une petite... Ouais, c'est de la merde. Ah, il va m'énerver ce podcast. Je vous cache pas, Prometheus, ça va m'énerver. Donc un Prometheus, un film de 2012 réalisé par Ridley Scott, avec entre autres Noomi Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron, Guy Pearce, avec une prothèse dégueulasse, et Idris Elba. Vivien, est-ce que tu nous en dis un petit peu plus, s'il te plaît? Alors, on commence avec une musique magnifique, une bande originale magnifique de Mark Strattenfield, un compositeur de bande originale allemand. Mais là, c'est un des gros points forts du film, c'est que la musique est... Même si c'est toujours la même, on l'a dans la tête, mais quand on arrête le film, on l'a plus dans la tête, elle est très bien là où elle est. Ensuite, on a un plan d'hélicoptère qui skip sur plein de paysages différents. Des paysages déserts en fait, donc avec des roches, des falaises, des plaines, plutôt nuageuses, plutôt grises. Ce qui nous fait penser, ce qui m'a fait penser personnellement à une scène un peu similaire dans 2001 l'Odyssée de l'espace, sans drogue. Alors, Il peut pas s'en empêcher, Ensuite- il peut pas s'en empêcher, donc oui, pardon. 2001 l'Odyssée de l'espace qui est une inspiration très importante pour Ridley Scott, car il apparaît plusieurs fois dans les films Alien de Ridley Scott. Mais je vais pas en parler plus que ça. La scène d'introduction commence donc très bien avec des jolis plans d'hélicoptère. Tu sais pas trop pourquoi. Et tu sais encore moins pourquoi on arrive sur un alien humanoïde très tôt dans le film en fait. On voit une sorte de gros monsieur tout blanc, très moche, avec un énorme vaisseau tout rond, très moche, qui s'en va. Et le monsieur tout blanc boit un truc ou mange un truc, on sait pas trop, qui fait dégénérer les cellules, et donc qui le tue en le décomposant. On sait pas pourquoi il a fait ça, on n'aura jamais la réponse. Ensuite, on a une scène en mode virus à la Resident Evil où l'ADN, on sait pas trop ce qui se passe, mais elle est détruite. Et un autre truc cool, Prometheus écrit comme Alien dans les films Alien, avec les petits bâtons qui forment le mot petit à petit. Sauf que ça fonctionne pas, parce qu'il y a des lettres qui ne sont pas en bâton, genre le S. Ah, du coup, ça fonctionne Voilà. moins bien que dans Alien. Ah, pardon. C'est annonciateur d'une film de merde, j'ai envie de dire. Enfin bon, non, bref. Merci Vivien. Pas de problème. Merci Vivien. En effet, ouais, c'est ça. On a des très jolis plans drone ou hélico sur une terre un peu primitive, on va dire. Mhm. Ça fait presque un clip de propagande pour venez visiter l'Irlande. Ouais, c'est ça, exactement. Hein, c'est ça. Et oui, on a cet ingénieur, du coup, une espèce de bonhomme tout blanc, tout laiteux, humanoïde, 100%, hein, qui boit un truc et qui fond, en fait, hein, tout bêtement, c'est ça, hein, il fond dans la flotte, on voit... Mais il y a des jolis plans, hein, c'est très bien fait, avec Oui. la caméra qui Et rentre puis- dans ses veines, jusqu'au brin d'ADN qui se dissout, puis la caméra ressort pour retourner dans l'eau, enfin voilà, c'est très... Esthétiquement parlant, c'est joli. Hein. Non, toute cette première scène, ouais, esthétiquement parlant, est très belle. Disons-le simplement. Et puis quand donc cet ingénieur, qu'on appellera comme ça, tombe dans l'eau, se désagrège et tombe dans l'eau. Et puis ensuite, on voit, donc, on a l'impression que des cellules se reforment. Oui, un peu. Tout simplement, il y a... Et j'ai l'impression que enfin, pour moi, cette scène fait écho à... On va pas en parler, mais j'introduis vite fait, à la dernière scène du film.
Ah oui. J'ai l'impression que c'est deux scènes miroirs. Garde-le pour la fin, mais je vois, on en avait discuté déjà. Et Oui, bon, on en parlera après. alors, du coup, on va pas les appeler les ingénieurs parce que sinon c'est spoilé, donc on va les appeler les Michel. Donc là, bon, bah, il y a Michel, il a bu un truc, il est dissous dans la flotte, et titre du film, Prometheus. Bon, bah, en raté du coup, parce que le S, c'est pas un truc avec des bâtons, comme on a dit. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Bah, après, oui, c'est le début du film, donc, globalement. On arrive à Scotland. Comment ça s'appelle ce pays? L'Écosse. L'Écosse. On arrive en Écosse, les paysages magnifiques de l'île de Skye, je sais plus trop. En 2088. En Écosse, en 2088, donc une île en 2089. 89? Une île magnifique qui existe vraiment, qu'on voit dans à peu près tous les films d'action depuis la dernière décennie. Mais c'est un joli décor pour nous donc présenter les personnages principaux qui sont Elizabeth Shaw, Charlie Holloway, qui sont donc globalement des archéologues qui découvrent des traces d'une ancienne civilisation humaine dans la roche. C'est ça, des peintures, comment on dit? Des peintures rupestres, c'est ça? Oui. Enfin, Rupestre. C'est pas plus rustique, peut-être. Oui, rustique, oui. Ça commence pareil, c'est pas grave. Et donc, sur ces petites peintures, tranquilles, il voit donc un homme, un humanoïde qui a l'air d'être beaucoup plus grand que les autres et qui pointe des sphères et des humains qui se prosternent en dessous. Donc on se dit, bon, bah. Qui pointe vers le ciel, qui pointe, enfin le doigt est levé Ouais. vers les étoiles. La main est levée, plate, levée. Ouais, vers des sphères qui seront des étoiles ou des planètes, je sais plus. Pour dire à quel point il m'a marqué ce film. Et donc là, on comprend que le film va tourner autour de ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie des anciens astronautes. Donc c'est possiblement ces visiteurs qui sont venus plusieurs fois. Ces extraterrestres qui sont venus sur Terre plusieurs fois. Et ce qui est bien, c'est que donc on a une première scène qu'on comprend pas. Donc la scène où Michel se dissout dans l'eau. Voilà, Michel se dissout. Ensuite, on a la deuxième scène où les archéologues voient un portrait de Michel. Ouais. Pareil, recoupure, 4 ans après. Donc c'est bien, hein, on a deux scènes qui vont servir pour le récit, mais qui sont complètement déconnectées. Donc, moi, ce que j'aime bien dans la scène où Naomi Rapace, du coup, la scène d'intro, là où tu la vois creuser, gratter pour essayer de rentrer dans une caverne où ils vont trouver ses peintures avec son compagnon. Elle a l'air hyper étonnée en fait de trouver cette peinture de Michel qui pointe les étoiles. Et sinon pourquoi creuser là alors? Tu creuses pas là sans raison. À un moment donné, même si bon. Bref, passons. C'est peut-être la cohérence la moins incohérente du truc. Donc enchaînons. Non, mais c'est cohérent. On sait que en 2089, même aujourd'hui, on a des détections de grottes. Donc quand on voit un endroit creux sous une montagne ou quelque chose comme ça, mais qui n'a pas d'accès, on se dit qu'il y a forcément quelque chose qui a été creusé à l'intérieur. Donc c'est pas si incohérent que ça en soi. Ouais, peut-être qu'elle s'attendait pas à trouver ce dessin. Peut-être qu'elle s'attendait à trouver autre chose. Et le dessin fait que. Ouais, de ce que je comprends, c'est qu'ils cherchent ces dessins-là parce que ils en ont trouvé plusieurs sur plein de continents et de plein de civilisations différentes. Non, bien sûr, mais le problème c'est que quand t'es archéologue, c'est pas à chaque fois tu tires pas dans le mille, quoi. Donc tu galères, et donc là elle a trouvé, elle est contente. Ça se trouve ça fait 3 semaines qu'elle est en train de gratter tous les cailloux de l'île. Elle se dit, oh putain, enfin je l'ai trouvé, ce truc de Michel. Il y en a qu'un seul qui met dans le mille à chaque fois, hein, c'est Indiana Jones en même temps. Exactement. Sa place c'est dans un musée, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Il aurait été dans ce film, ça se serait pas passé pareil. Mais bon, il était pas déjà il aurait cassé la nuque à Michel et à tous ses copains Michel, ça serait passé beaucoup plus rapidement. Là. Donc scène d'après où il y a la découverte du vaisseau du Prometheus, hein, pour le coup. Plan classique d'un vaisseau, hein, de l'extérieur, avec le vaisseau qui passe devant la caméra, laisse passer tout en longueur, on voit ses réacteurs, la caméra devient mobile pour nous présenter le vaisseau de l'extérieur, qui fonce avec un petit carton qui nous dit 4 ans plus tard, en direction inconnue, le Prometheus. Mais du coup, on nous donne avec ça la première incohérence du film, parce qu'on va pouvoir calculer, faire 2-3 calculs mathématiqueux.
grâce au nombre d'années depuis quand ils sont partis de la Terre, à la distance de la Terre, et on va calculer que d'après des mathématiciens, personnellement j'ai pas trouvé les mêmes réponses, mais donc un vaisseau du 21e siècle irait à peu près à la vitesse de la lumière, ce qui est, malgré les milliers de milliards de dollars mis dans le projet, une incohérence, je suppose. Non mais très bien, mais je m'étais pas amusé à faire le calcul. Les cartons, je te cache pas, je les ai lus qu'en diagonale, hein, en vrai, parce que le film m'intéressait moyen. Donc soit, bon bah du coup ils vont à la vitesse de la lumière, c'est bien. Bonne exposition du coup, bonne exposition après de David, de Michael Fassbender, qui est un petit peu le garde-fou sur le vaisseau et le seul personnage qui n'est pas endormi. Et on apprend très vite que c'est un... Comment on dit alors? Est-ce que c'est un robot, un cyborg, un androïde? Comment on va le nommer? Je viens de perdre le nom. Il donne un nom spécial dans les films Aliens. Il me semble, hein, ouais, mais alors tu vois, ça m'a pas... Ouais, on va appeler ça un androïde. Ouais, un androïde ou un robot. Ouais. Un robot, j'aime bien, ça fait très, très balourd, très kitsch un peu. Ça. Robot. Donc il y a David, le robot, qui fait du vélo Et du basket. et du basket. Référence à... Référence à Alien 3. Oh putain, oui, c'est vrai, il fait du 4. vélo. Eh oui. Je pensais que c'était une blague de ta part, mais oui, je viens de Non, percuter, non, c'est Ah, vrai. il fait du vélo et du basket. Alien 4. C'est vrai qu'il fait tout ça. Ouais. Ouais, il fait tout ça. Il est très humain hein, parce que il apprend beaucoup de langage, de langues mortes aussi pour pouvoir les déconstruire. C'est ce qu'il va dire lui-même, puisqu'ils savent pourquoi ils sont partis. Hein. David sait pourquoi. Quel est le but de la mission? C'est de retrouver nos créateurs potentiels, les Michel du coup. Et du coup, bah, c'est peut-être un langage primitif qu'il va falloir utiliser avec eux si tant est qu'ils arrivent à rencontrer les Michel et qu'ils arrivent à communiquer entre eux. Bon, voilà. Très bonne exposition de tout ça. Et d'un seul coup, le vaisseau s'arrête parce qu'il a il doit y avoir un stop dans la galaxie. À un moment donné, il y a un panneau stop qui te dit bon bah là tu t'arrêtes parce que bah, t'es arrivé. Non, parce que ça se passe pas comme ça quand un vaisseau s'arrête dans l'univers. Il y a pas de, enfin, je veux dire, il y a pas de. Non mais on va jouer les Monsieur Premier Degré aussi, mais il y a pas de frottement. Du coup, quand tu t'arrêtes, bah tu t'arrêtes. Sauf si tu rentres en collision avec quelque chose, je veux dire, mais sinon. Non, mais par contre, sans rigoler, il a raison. Il n'y a pas de tempête stellaire, de problème de particules stellaires ou quoi. Le vaisseau n'est pas censé trembler, tout simplement. Oui, mais encore une fois, ça c'est pour apporter un petit côté dramatique. C'est juste pour expliquer en fait de manière très simple aux spectateurs que bah, il se passe quelque chose, c'est bon, ça justifie le fait que bah, on sorte tous les humains de leur stase, on est arrivé à destination. Si tu voulais le faire de manière scientifique, à la limite, tu mettais juste un warning, nous sommes arrivés à destination, sans que il y a du chafouin et que le vaisseau soit bousculé. Ça fonctionnait aussi. Voilà. Parce que tout simplement, en vrai, t'as pas besoin d'un commandant avec 2 pilotes pour poser ton vaisseau. Non mais tout simplement, le truc, ça fait 2 ans, 4 mois et 18 jours qu'il est dans l'espace et qu'il n'y a eu aucun problème. Tu vas pas me dire que pour faire un atterrissage, j'ai besoin d'humains. Regardez Elon Musk qui fait atterrir ses fusées. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Ouais, mais bon, là en plus, on a quand même un bête de pilote. Je veux dire, c'est Mdal, enfin Idriss Elba, hein, qui va poser le vaisseau. Donc c'est quand même un mec qui pèse un petit peu, tu vois. Donc, première réveillée des cryostases, ce qu'on va deviner comme un peu la commandante, on va dire, la chef, Meredith Vickers, si je me trompe pas, qui, dès sa sortie de cryo, se met à faire du sport, est en pleine forme, et donc va demander à David de réveiller les autres. On sent déjà une tension entre les deux personnages, hein, ils ne s'aiment pas trop. Alors on le c'est comprend, important. très très vite. Hein, ouais. C'est important plus ou moins en fait si on veut vraiment lire entre les lignes du film au niveau, vous verrez plus tard, mais de tout ce qui est parenté, de tous les sujets qu'on voit dans cet univers-là de parenté, d'enfance, qui sont des sujets très importants dans l'univers, malheureusement passés à côté, mais on en reparlera après. David va réveiller les autres, donc tout le monde se réveille, tout le monde vomit. Donc comme quoi la cryostase en fait c'est pas pour tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? On atterrit sur le... Non, t'as raté une petite scène quand même. J'aimerais juste revenir sur une petite scène, parce qu'il y a un truc intéressant. Bah, une des scènes les plus importantes, c'est surtout le briefing. Ah, il est magique ce brief. Le briefing où donc on voit Wayland, donc l'homme qui a payé pour tout ça tout simplement. 1000 milliards de dollars. Ouais, Voilà. c'est un peu beaucoup. On dirait une Mais, rançon dans un jeu pour petits garçons, tu sais. Vraiment, c'est ridicule. C'est ça. Mais donc voilà, il nous explique pourquoi ils sont là.
Et surtout, les enjeux. Donc chercher ceux qui ont créé les humains. Et donc tu payes quelque chose 1000 milliards de dollars. Donc c'est pas mal. Et les deux personnes responsables de cette excursion à des années-lumière de la Terre, c'est deux archéologues. Vraiment. Oui, mais comme le dit Elisabeth Shaw, hein, les archéologues, quand c'est à leur tour de parler et qu'ils leur présentent à toute l'équipe qui est là, donc il y a des géologues, des biologistes, enfin voilà, tout normal, hein, on va quand même sur une planète étrangère, c'est l'occasion d'emmener tout un tas de scientifiques, à raison d'ailleurs. Euh, en vrai, ils ne savent même pas pourquoi ils ont signé ces types-là. Et ça, tu le comprends hein, dans le briefing, le géologue demande, au fait, pourquoi on est venu. À aucun moment, ça n'a inquiété personne. On leur a dit, on part sur une planète, ça vous dit, vous serez payé tant. Ok, d'accord, je viens. Bah, même les deux autres mécaniciens, enfin les deux autres qui contrôlent le vaisseau, qui s'amusent à parier sur pourquoi ils sont venus ici. Oui, bien sûr. Ils en savent. Mais rien que ça, déjà, pour moi, ça décrédibilise toute leur mission, en fait. Tu ne pars pas comme ça sur une mission où tu vas, 2 ans de voyage interstellaire sans un minimum préparer ta mission et ton équipe. C'est vachement mieux expliqué pour une petite mission qui se passe sur Terre comme ça dans Alien versus Predator, clin d'œil, que dans un film Prometheus qui se veut pour le coup en lignée directe avec l'univers Alien. Bon, on y reviendra après. Non, mais en vrai, c'est comme... Ils ont passé des entretiens, ces mecs-là. Parce qu'elle le dit bien, Vickers, quand elle dit bon, à ceux que j'ai recrutés, bien le bonjour. À ceux que je n'ai pas recrutés, bien le bonjour. Et moi, je veux dire, comment se passe l'entretien? On te pose des questions, tu te vends, tu signes ton chèque. Nanana. À aucun moment, il n'y a aucun des mecs qui se dit bon, le voyage, il y en a pour 2 ans, enfin, plus ou moins, plus de 2 ans, allez. Vous faites vos trucs et il y a plus de 2 ans, retour. Si vous revenez. Hein. À un moment donné, moi, je pose la question on va où pour faire quoi? Ça me semble quand même évident. Après, je pense que ils ont déjà touché l'argent et que ça va à leur famille, parce que sinon ça me paraît complètement con. Mais il y a personne. Et les mecs se posent la question, après 2 ans et 4 mois de stase, à se réveiller pour un briefing qui est assez nul. Hein. Il est pas ouf le briefing en plus. Hein. Et on te dit, et c'est deux archéologues qui te disent, c'est pour rencontrer nos créateurs. Putain, je me dis, moi je suis tombé dans une secte en fait. Pour rencontrer les Michel. Ouais, ça aurait été pire. Non, là on peut dire le nom, on a le nom enfin. Ça y est, d'accord. Oui. Et surtout, donc, tu te dis ça, donc ouais, comme tu dis, il y a les deux espèces de copilotes qui se font des blagues sur si c'est de la terraformation ou pas. Mais tu te dis, waouh, il n'y a personne qui sait quoi faire. Mis à part, il doit y avoir 6 personnages qui sont plus ou moins introduits. Les 11 autres, tu sais pas à quoi ils servent. Tu te dis, putain, la mission elle va être longue. Hein. Dans les cas, elle sera très courte. Mais putain, je me dis déjà là, le plus gros problème que j'ai eu avec ce film, c'est pas les incohérences, même s'il y en a beaucoup, c'est que j'ai eu aucune empathie pour aucun personnage. Il y a aucun personnage qui m'a donné envie d'être sympathique envers lui. On les connaît pas. Aucun ouais. On les connaît pas. On les connaît pas. Et la seule qu'on essaie d'introduire, c'est donc Shaw, Elisabeth, avec des rêves qu'elle a eu avec son père, sur plus ou moins sa croyance. Mais même ça me donne pas envie de l'apprécier. Je me dis, en fait, on a l'impression que tout ça est, comment on appelle ça? Tout ça est factice. Rien n'est réel. Et oui, certes, c'est un film. C'était le monologue de Kevin. Non, mais ça, tu sens que, enfin, moi, je l'ai pris vraiment comme un cahier des charges. Il y avait un cahier des charges de bon, alors il faut une femme forte, ce sera Elisabeth Shaw, parce que dans la mythologie alien, je voulais pas en parler tout de suite, mais enfin voilà, il y a toujours eu une femme forte au pilote du film, et ce film est bourré de cases à cocher dans un cahier des charges, sans aucun développement à chaque fois, ou même de cohérence dans son propre univers. Du coup, oui, non, il y a aucun intérêt en fait, et aucun affect qui se déclenche, en tout cas sur les personnages, quoi. Fonctionne pas. Parce que même la révélation qu'il va y avoir sur Vickers, plus tard dans le film, ça m'affecte pas parce que ce personnage est antipathique du début à la fin. On a envie qu'il lui arrive tous les malheurs du monde presque, parce qu'on se dit putain c'est juste c'est une femme froide.
Et tu te dis, et quand on a l'espèce de truc où on pourrait avoir un minimum d'émotion ou d'empathie pour elle, bah j'arrive même pas à en avoir. Dans un film, pour introduire des personnages auxquels on doit avoir de l'empathie par la suite, il faut les introduire d'une façon vraiment sensitive. Il faut ressentir les premières douleurs, les premières frayeurs, les premiers rires du personnage avant même que le film commence en soi, avant même que l'histoire commence. Sauf que là, vu qu'il n'y a rien de tout ça, bah, quand les personnages ont mal, quand les personnages s'amusent, quand les personnages sont heureux, quand les personnages sont tristes, on n'est pas habitué à ça, on voit juste des inconnus ressentir des choses, et quand on voit des inconnus ressentir des choses dans une œuvre de fiction, si on nous a pas été présenté à ces choses et à ces inconnus, ils sont inutiles. À la limite, il y a un seul... pour le coup, le personnage, et c'est vraiment paradoxal, auquel j'ai ressenti le plus d'empathie, même s'il y a vraiment pas d'empathie à ressentir pour lui, c'est David. Mais c'est le personnage le plus intéressant, je pense, Oui. de tout le film. Déjà, c'est quand même celui qu'on va suivre le plus. Hein. Je pense qu'en termes de temps passé à l'écran, c'est David qu'on va le plus suivre. Ce qui est intelligent, quand on pense au futur, c'est-à-dire au prochain film, Alien Covenant, où en effet, ce sera en plus l'élément principal du film. Mais bon, on va essayer de rester ciblé sur Prometheus. Mais oui, c'est le seul qui a des enjeux intéressants. C'est le seul qui est développé où tu comprends pourquoi il fait les choses. Parce que tous les autres, Vickers, en effet, cette espèce de plot twist à la fin où tu comprends que bon, bah, c'est la fille de Welland. Ouais, bon. Ça aurait pu être la fille de Michel le facteur. Hein, j'en avais rien. Non, pas Michel. En fait, l'enjeu de cette révélation, c'est que Welland considère plus un robot comme son propre fils que sa propre fille. Oui, c'est ça. C'est tout l'enjeu, mais c'est pas assez présenté en fait. C'est vraiment une réflexion qu'il faut avoir de notre côté. Petit passage amusant, moi, c'est entre deux escapades à l'extérieur, entre deux missions à l'extérieur sur la planète, il y a quand même Heimdall qui lui dit à un moment donné à Vickers qu'il fait, il lui dit, comment il dit, vous êtes un robot? Parce qu'ils vont baiser, hein, tous les deux. Techniquement, après, ils vont aller baiser, mais ça, ce sera du hors-champ, on s'en fout. Et tellement elle est froide, le commandant du vaisseau arrive quand même à se poser la question, en fait, de est-ce qu'elle est humaine ou est-ce que c'est un robot? Moi, ça m'avait fait rire. J'ai à peu près les seuls moments intéressants avec Idris Elba à l'écran, en plus. Pour déconstruire un petit peu ce qu'on est en train de faire, parce que là, ça y est, on a passé la scène d'intro, on a passé les enjeux qui sont, du coup... pas terrible en vrai en termes d'exposition etc. Mon ressenti perso c'est que c'était pas fou. J'aimerais qu'on rentre vraiment dans le dur parce que il y a deux choses. Prometheus se veut comme une préquelle à la mythologie Alien, l'œuvre dans son entièreté, et se passe 29 ans avant Alien le 8e passager. Donc, j'aimerais que pour la suite du podcast, on va rentrer dans le dur, on va avancer un petit peu sur les événements qui font déjà référence à Alien. On l'aborde de deux manières sur lesquelles on reviendra dans la conclusion. C'est en tant que film indépendant sorti de l'univers Alien, est-ce que Prometheus fonctionne en tant que film seul? Et évidemment, après, est-ce que Prometheus fonctionne dans l'entièreté de son œuvre, dans l'entièreté de la mythologie Alien? Et on va essayer de bien faire séparer ces deux choses-là. Ah mais spoiler alerte, il ne fonctionne dans aucun des deux cas. Merci Kevin, je t'aime. Mais, ouais, je sais, moi aussi je t'aime. Ah, ça t'a rendu tout chamallow. Faut pas dire ça, arrête. Non mais moi il y a un truc pareil je me dis mais c'est pas possible, on peut pas être aussi bête en étant des scientifiques. Après peut-être que j'idéalise ça, mais c'est pareil, t'es sur une terre inconnue, tu ne sais pas ce qu'il y a, tu ne sais pas ce que tu peux trouver. Des mecs préparent des armes, t'as Shaw qui va leur dire non c'est une mission scientifique, ok, pas d'armes. À quel moment t'as cette réflexion là? T'es sur une planète que tu connais pas, tout peut te bouffer. Non mais surtout quand tu sais, Shaw, elle sait ce qu'elle veut trouver. Elle veut trouver des géants vivants. À partir du moment où tu cherches des géants vivants, des trucs qui font 2 fois ta taille et sûrement des dizaines de fois ta force, et que tu veux les trouver vivants et leur parler, tu sais pas ce que c'est que t'as en face de toi. Pourquoi tu réfléchis aussi... On va dire que dans les films, en général, il y a trop d'armes. Mais là, pour le coup, c'est irresponsable de dire que non, on n'a pas besoin de se défendre contre des géants. Exact, et puis surtout tu sais pas s'ils vont être hostiles ou pas. Parce que ça a beau être tes créateurs ou pas, on va le découvrir après, rien ne dit qu'ils vont être sympas avec toi et qu'ils vont te faire un câlin. Ah oui, clairement. Mais d'ailleurs, ça va pas tellement se passer comme ça. Hein. C'est plus décapitation. Oui, décapitation et bon, très mauvais karma pour les humains à ce moment-là quand ils vont être face à ça. Donc, on est bien d'accord qu'après ils quittent le vaisseau la première fois, ils rencontrent le dôme. C'est ça, ils vont vers une espèce d'énorme dôme en pierre. Voilà. Ils vont pénétrer dans quelque chose.
C'est ça. Donc le léprochaune va utiliser ses sphères pour faire la topographie. Un léprochaune qu'on n'a pas J'adore. spécialement beaucoup apprécié depuis qu'on n'a pas beaucoup apprécié depuis le début du film parce qu'il a l'air d'être très antipathique. Encore un. Oui. Et on va se rendre compte que la première personne à qui il lui parle, donc le biologiste, Minfield, Milburn. Ouais, Milburn. Milburn, Ouais. qui l'a envoyé chier, il va devenir son meilleur copain pour les dernières heures de leur vie. C'est ça. Et donc on envoie le géologue spécialiste de la topographie qui va quand même être le seul à se perdre hein, dans cette sa petite génial. Pour son caillou. Le léprochaune, un Il magicien. aime les cailloux pourtant. Et donc ils avancent tranquille et ils arrivent dans une salle où il y a un liquide qui tombe des parois. On imagine, enfin ça ressemble beaucoup à de l'eau, mais on sait pas. Et les mecs disent, regarde, c'est respirable, on peut enlever nos casques. Qu'est-ce que tu fais? T'es sur une Je vais refaire le même speech. Hein. T'es sur une planète que tu connais pas. Tout peut te buter. C'est hostile. T'enlèves ton casque. Putain, les gars. Moi, j'ai envie de vous dire bravo. Vous savez ce que c'est. Donc le mec l'enlève. Tout le monde lui dit non, non, non. L'enlève et fait. Ah, ça va bien. Et donc tout le monde se dit bon bah ok, moi aussi j'enlève. C'est ça. C'est complètement débile. Réaction Mais ça, complètement débile. C'est aussi c'est un cliché, mais en même temps, c'est aussi un problème d'ego de l'humain. Nous, en tant qu'humains, on se dit, il y a tel nombre d'atomes, tel nombre de matières, tel nombre de gaz possibles, on les connaît tous, on se dit qu'on les connaît tous, et du coup, bah, si on détecte rien d'anormal, on se dit que c'est bon. Et là, comme tu as dit, ils sont sur une planète inconnue, et là, en fait, c'est pas si, comment dire, débile que ça. C'est vraiment, en fait, ça peut être une réflexion sur l'ego de l'espèce humaine qui se dit, je connais tout, je sais qu'il n'y a pas de danger là par rapport à ce que je connais, du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de danger. Sauf qu'on verra plus tard qu'il y a d'autres dangers qu'ils ne connaissent pas, mais c'est pas tant une incohérence, je trouve, ce moment-là. Ouais, mais moi c'est juste qu'il refait le même coup dans Alien Covenant en fait. Ah ouais, encore plus rapidement. Ils sortent directement sans casque. Comme Non, mais ton coup de l'ego de l'humain, ouais, j'avoue, c'est une lecture que j'avais pas eue et elle est très bonne. En vrai, ça me plaît pas mal. Mais j'ai une autre question après. Donc, ils ont toujours pas de casque. Ils avancent, le mec, il y a quelqu'un qui leur dit, alors peut-être je l'ai mal lu, hein, ou je l'ai mal compris. Il dit, il fait moins 24 degrés. Oui, ça c'est froid. C'est très froid, moins 24 degrés. À quel moment tu ne portes pas ton casque? Non, mais enfin, de toute façon, c'est complètement débile d'enlever son casque. Ils arrivent dans une petite pièce mal éclairée, avec plein d'urnes à l'intérieur. Oh oui, non, je voulais revenir sur quelque chose. Juste avant qu'ils tombent sur cette pièce avec donc plein d'urnes contenant un liquide noir qui ressemble un peu à ce qu'a bu Michel au tout début du film, dans la première scène dont on a parlé, David trouve des petits boutons pour décrypter, ouvrir la porte et certainement, voilà, bon, il trouve des petits boutons sur la paroi d'un mur, donc il frotte les boutons et les allume. Et donc, c'est le système de vidéosurveillance qui se réactive. Et je pense que c'est le système de vidéosurveillance le plus con que j'ai jamais vu de ma vie. C'est-à-dire que ça va te rejouer la scène qui s'est passée il y a 2000 ans à peu près, hein, ça tu le sais pas, on te l'explique après, où t'as plein de Michel qui courent, c'est des hologrammes de Michel, parce que tu revis, c'est donc de la vidéo qui passe devant toi, mais si tu veux comprendre ce qui se passe dans la vidéo, t'es obligé de courir après ta vidéo, du coup, parce que la vidéo se déplace, elle te rejoue la scène, donc elle court dans les couloirs, etc. Et donc toi, t'es obligé de courir après ta vidéo pour comprendre, c'est comme si tu regardais Prometheus, sauf que Prometheus était accroché à une remorque, ton écran, tu vois, et que la remorque elle roulait, et toi t'étais derrière en train de courir en permanence pour voir ce film. C'est con quand même. C'est vrai, c'est vrai. Et en plus, c'est un gros problème. Alors, je me suis pas renseigné plus que ça sur la production de cette scène et de ces différentes scènes holographiques bleues. Mais avant que les hologrammes bleus apparaissent, la salle où les hologrammes bleus vont apparaître est éclairée jaune. Oui, c'est ça. Mais Pourquoi? parce que on n'a pas le temps, laisse tomber. Cours après ta vidéosurveillance. Voilà, courons après ta vidéosurveillance. On court après la vidéosurveillance. Et puis surtout, David, il comprend le langage direct. Hein. Mais il l'a étudié au début du film. Le Non, langage. il n'a pas étudié ce langage-là. Il a étudié plein de langages. Du sumérien, du ça. Oui. Mais ça me paraît... Enfin, je peux comprendre que ça soit un cyborg, voilà, il est au top de sa forme. Mais quand même, ça arrive trop vite. C'est 3PO, il dit combien de langues? Bah voilà. Donc, vidéosurveillance, et il trouve quand même un artefact ultime. Il trouve une tête. Une tête, ouais. Derrière une porte. Derrière, Parce que décapitation. Non, excusez-moi. Il trouve un corps sans tête.
derrière une porte, il reste la tête. Et c'est là où donc le léprochaune et son copain le biologiste décident de partir parce que ça commence à faire un peu trop peur. C'est trop pour eux, voilà, c'est trop pour eux. Alors que si on leur avait dit dès le départ, les gars, bon, on va prendre un vaisseau, on va dormir pendant 2 ans, vous allez vomir en vous réveillant, et on part rechercher des Michel, voilà. Peut-être qu'ils auraient juste dit, moi non, ça va, merci beaucoup. Et Voilà. Mais Non, le léprechaune, il l'aurait accepté, parce que lui, il l'a dit, il est là pour l'argent. ouais, c'est vrai. Ok, moi je suis d'accord. Enfin bref, dans tous les cas, ils s'en vont. Et ils disent, ouais, nous on en a marre, c'était pas ce qui était prévu, mais on savait pas trop ce qui était prévu, bref, on se tire. Et ils s'en vont. Et c'est là qu'ils vont se perdre. Donc du coup, le préposé à la topologie, voilà, le préposé à la topologie va se perdre dans ce qu'il est en train de topologier, du coup. Ça se dit Non. Ils annoncent le capitaine à l'extérieur qui est en communication constante, donc dans le vaisseau, vers le dôme, annonce, bon, il y a une tempête apparemment de silice qui arrive, qui a l'air d'être ultra vénère, les gars, revenez vite. Ils mettent la tête... Attends, on va pas parler de la salle du tout, là? On va parler de la salle après, laisse-moi finir, continue de courir après ton truc, toi. Bah tiens, vas-y, parle de la salle. Alors donc, la porte s'ouvre grâce à David. Une tête, premièrement, donc derrière la porte, hein, bien évidemment. Et des jarres, des milliers, des centaines de jarres au sol devant une tête humanoïde géante d'une dizaine de mètres de haut. Je dirais que c'est une tête de Michel, globalement. Une tête de Michel, oui, c'est ça, hein, une tête de Michel, entourée par des fresques magnifiques de feu HR Giger. Et donc, petite exploration de la salle, on voit des petits vers de terre, hein, donc on se dit, oh, c'est marrant, il y a des petits vers de terre. On voit une fresque, on la voit très rapidement. Et ensuite, donc, on voit l'élément qui nous dit, bah, au fait, t'es dans Alien, un magnifique xénomorphe taillé dans un mur, devant ce qui ressemble être une tombe sur laquelle est posée une grosse émeraude verte. Alors, plusieurs questions, certainement, si vous n'avez pas vu le film, vont arriver à ce moment-là dans votre esprit. Qu'est-ce que c'est que cette émeraude? Qu'est-ce que c'est que Giger? Et qu'est-ce que c'est que Alien? Alien, je pense qu'en vrai, vous savez tous ce que c'est. Si vous écoutez des podcasts cinéma, vous connaissez l'univers Alien. Giger, c'est le designer, un artiste suisse qui a designé en partie l'alien original, le xénomorphe. Et l'émeraude, on n'en entendra plus jamais parler dans ce film. C'est pas très grave. Et Giger, on en avait déjà parlé dans Matrix. Tout à Oui, fait. Oui. exactement. Du coup, la salle est contaminée. La salle est contaminée, oui. Il pense qu'elle est contaminée en tout cas, parce que les fresques commencent à changer apparemment, mais c'était en tant que spectateur, moi j'ai été hyper frustré, parce que les fresques ressemblaient quand même beaucoup à de l'art graphique de Giger, mais c'est tellement mal éclairé, montré très très vite. En plus c'est des fresques qui sont au plafond, c'est un petit peu la chapelle Sixtine des Michel, tu vois, mais bon, version Giger, donc, et du coup ça va tellement vite que t'as pas le temps d'en profiter, t'as même pas le temps de vraiment comprendre ce que tu regardes, qu'il faut déjà partir, et c'est à ce moment-là, du coup ils embarquent la tête et ils décident de partir très vite puisqu'une tempête se lève. C'est ça, j'ai eu la même déception que toi de pas pouvoir pouvoir voir un beau décor. Parce que depuis le début du film, on a eu quoi? Des paysages, des décors créés par ordinateur, et on n'a pas pu voir ce décor qui avait l'air grandiose parce que c'était noir, quoi. Bah c'est ça, on a juste pas eu le temps d'en profiter, ce qui est dommage. Je comprends le parti pris d'un seul coup mettre tout ça dans un environnement de stress. On est immédiat stress dans la situation, mais c'était un moment où je pense que ça aurait été assez sympa qu'il y ait un peu de poser, de contemplation à ce moment-là, de pouvoir souffler un petit peu avant de repartir sur quelque chose de plus énervé. Et puis surtout, c'est énervé parce que c'est course contre la montre face à la tempête. Hein. Exactement. Donc bah, ils arrivent à retourner, sauf qu'ils font tomber la tête à 2 mètres de l'entrée, sinon c'est pas drôle. Ensuite, une scène magnifique où je me demande comment ils font pour survivre à l'extérieur. Ouais. Avec la tempête. Une tempête de morceaux de ce qui semble être du métal, du verre, de la silice. De la silice, c'est une tempête de silice, ouais. Mais bon, après, c'est une tempête sur une planète extraterrestre, donc on n'a pas de point de comparaison. Elle est vénère, il y a des vrais morceaux de cailloux il y a des vrais cailloux du coup qui sont transportés par le vent, mais qui ne déchirent ni leur combinaison, ni n'abîment leur visière en verre, hein, du coup. Voilà, c'est-à-dire qu'ils pourraient totalement survivre à l'extérieur. Il pourrait du coup, oui, totalement survivre à l'extérieur, mais bon, là, non. Il faut faut retourner dans le vaisseau, il faut que ça aille très très vite. Ils arrivent quand même à récupérer la tête, c'est un petit moment de tension qui fonctionne pas du coup. Ils récupèrent la tête, ils ferment la porte, la soute, globalement du vaisseau.
On va pouvoir souffler un petit peu. Juste, petite question. Donc la scène fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas de danger en fait. Le danger, il n'existe pas vraiment. C'est un effet spécial moche qui aurait pu être bien en fait. D'après moi, enfin je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, rien que le fait par exemple d'abîmer un morceau de combinaison ou de fracturer légèrement un bout de casque, rien qu'un petit plan sur ça, je pense que ça aurait fait de la scène une scène encore plus stressante. Bah, ça aurait injecté de la tension. Ah, totalement. C'est ça. Alors que là, on n'en a juste pas en fait. On n'en a juste pas. Et comment un réalisateur aussi aussi Talentueux. talentueux, oui, mais c'est ça en fait. Comment Ridley Scott ne peut pas se dire, attends, il faut créer de la tension ici. Attends, mais comment faire ça? Oh bah, on a une tempête de morceaux de trucs qui peuvent casser des trucs, alors on va casser des trucs. Mais non. Et ben c'est un grand mystère pour moi qu'un réalisateur comme ça ne se dise pas, mais même plein d'autres mystères comme ça dans ce film ne se disent pas, mais pourquoi pas faire ça pour montrer quelque chose? Et pourquoi ne pas juste rajouter des petits détails qui font qu'au final, on ressent quelque chose? Parce que là, vraiment, la scène, pour moi, c'est une scène limite comique. Ouais, non, Les voilà, gens c'est s'envoient en juste, l'air, ils se prennent des murs, et puis c'est tout. Ils Quoi. se prennent des murs et ils sont élitroyés à la fin dans la soute se ferme et point final quoi. C'est voilà, il n'y avait pas aucune tension, même le fait que la tête reste à l'extérieur, tu sais très bien qu'ils vont la récupérer quoi qu'il arrive. Ouais, mais ok, moi, j'ai juste une autre question. À quel moment vous avez ressenti de la tension dans ce film? Il y en a pas. C'est pas un film d'horreur, c'est pas un film thriller, c'est un film d'aventure. Ouais, C'est moche. mais Pardon. même quand plusieurs fois il va y avoir donc des péripéties qui font que Shaw va être à deux doigts de mourir, à aucun moment je me dis elle va y passer ou c'est compliqué pour elle. On peut même en parler tout de suite hein, de ça parce que globalement qu'est-ce qui se passe? Ils vont non. Cette tête qu'ils ont récupérée, ils l'emmènent évidemment dans des labos, ils vont pouvoir l'analyser. Et première chose qu'ils constatent, c'est que ce qui pensait être la tête fossilisée, en fait, déjà, c'est un casque. Et ils vont enlever le casque, et en dessous, évidemment, on va voir une tête de Michel, comme on en a vu au début du film, un peu abîmée, évidemment, parce que ça fait 2000 ans qu'elle est là, excessivement bien conservée, ceci dit. Mais voilà, je pense déjà qu'il y a un gros problème avec ça, parce que le casque qui te présente, c'est vraiment le Space Jockey qu'on a dans Alien, le 8e passager. Quand ils vont Exactement. c'est le Space Jockey. Et je pense pas qu'à la base, en 80, Alien, enfin bref, ce Space Jockey, je pense que c'était vraiment un alien designé comme ça. Je pense pas que c'était une combinaison qui portait le Space Jockey. Donc là, ils ont dû meubler, parce que si tu regardes bien, même quand ils enlèvent le masque, etc., le masque et la tête ne matchent absolument pas ensemble. Hein. Non. Alors qu'il a les yeux au niveau du menton sur le masque, ça ne fonctionne pas. Ouais, mais tu l'as aussi quand l'ingénieur qui se réveille plus tard dans le film s'assoit et donc il y a ce casque qui vient sur lui. Oui. Tu te dis à aucun moment c'est ergonomique ce casque. Non, c'est mal branlé. Mais bon, bref, ils enlèvent le casque. Et Shaw, qui est là, qui est donc archéologue, mais aussi apparemment biologiste, parce qu'elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. Ils sont dans un labo maintenant, dans le vaisseau. Ils font des expériences dessus. Et ils ont une excellente idée. Un appareil que je ne connaissais pas. Ils vont envoyer de l'électricité dans la tête pour qu'elle puisse communiquer normal avec eux. Ils vont donc, si je schématise, hein, ils vont ressusciter la tête. Ils vont redonner, donc comme ils disent, au cerveau l'impression de vie. C'est ce qui va stimuler donc les cellules grises du cerveau, ce qui est un truc qui ne fonctionnerait pas du tout dans la vraie Donc vie, c'est ça, ils veulent effectuer une résurrection de la tête, globalement. C'est ça. Hein. Globalement, c'est ce qu'ils essayent de faire. Bon, ça se passe pas bien, évidemment. La tête gonfle, la tête se crispe. Ça fonctionne bien. Par contre, j'ai bien aimé les effets le visuel en fait, hein, de la tête qui se qui fait des grimaces, des choses comme ça. Ils ont le temps de contenir la tête dans un caisson et pouf, elle explose. Juste pour ces explosions, on a 2 explosions comme ça dans le film, 2 explosions, je vais dire, enfin des explosions de corps vivants en fait, 2 fois dans le film, qui sont des explosions qui nous font énormément penser donc aux explosions dans l'univers Alien, enfin aux explosions. Comment expliquer ça? Si, aux 2 explosions, L'explosion de corps vivants. C'est ça, aux explosions de choses, et qui sont très particulières, mais qui, moi, personnellement, me font penser tout de suite à l'univers. Si on doit donner des petits points forts au film,
je dirais qu'ils ont réussi à faire exploser les trucs dégueux. Moi, l'explosion, j'aurais pas fait le lien avec Alien, mais oui, l'explosion fonctionnait bien. Voilà, c'est une scène de labo qui m'a. Je te cache pas qu'au cinéma, j'ai pouffé de rire. Hein. Vraiment, le côté. On va lui mettre de l'électricité, et puis comme ça, on va voir s'il peut communiquer avec nous. Peu importe dans quel millénaire tu passes ça, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt à recevoir l'information, tu vois. Mais encore une fois, j'ai fait mon monsieur premier degré. À un moment donné, je vais dire, ouais, complètement. Non, mais c'est même pas ça le problème. C'est ce qui arrive après quand il chope l'ADN de l'ingénieur. Et donc, il teste avec l'ADN humain. Et on fait découverte incroyable. L'ADN match à 100%. Non, mais Alors de fait, c'est pas possible parce que on sait ce que c'est un corps humain et on a vu un corps de Michel en slip au début du film. Ce n'est pas la même chose. Non, mais vous foutez de ma gueule. Ils ont deux bras, deux jambes. À l'écran, on voit que c'est pas du tout les mêmes graphiques. C'est pas la même taille, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas le même. Même le graphique n'est pas. Enfin, non, ça ne fonctionne pas. Donc tu peux dire que oui, en effet, il y a un génome en commun, etc. Mais tu peux pas dire que ça match 100% en termes d'ADN. Parce que si on va par là, je veux dire, on est 98% compatible avec une huître, hein, si on se réserve rien qu'à la Terre, tu vois. Quelque chose comme ça, en termes de construction ADN. Donc, je me sens pas huître. Et je me sens pas Michel non plus. Mais quitte à choisir, je me sentirais plus proche du Michel. Mais tu peux pas dire que ça match à 100%. Ça ne fonctionne pas. Non, donc là, elle est euphorique. Parce qu'elle a découvert nos créateurs. Ok. Et en même temps, donc Holloway, lui, est en pleine dépression. Parce que ils ont trouvé que des mecs morts. Mais mon gars, comment tu n'as pas pu te préparer psychologiquement à ça ? Vous êtes parti de la Terre vers l'inconnu et que vous trouviez personne de vivant, tu te mets en dépression. Mais de base, tu dois te dire, je vais pas arriver, ça va pas être, je vais pas arriver dans une ville où tout le monde va être là, ils vont nous accueillir. À un moment donné, les gars, réfléchissez, merde. Non, mais ça va pas ils vont pas arriver en disant salut Michel, ça va ? Check, tranquille ? Ouais, bien. Bah, Holloway, t'as l'impression que c'est ça sa réaction. Il est, je suis pas bien. Ouais, mais non. Holloway, on va aussi lui donner de bonnes raisons d'être pas bien parce que le petit coquin, le petit filou de David, pendant que les filles récupéraient la tête dans le dôme avant que la tempête de silice arrive, le petit David, lui, il a carrément piqué une urne complète avec cette espèce de mélange, cette petite liqueur noire des familles, qu'il a, dans le plus grand des cas, mis au congélateur d'un des labos. Oui. Et voilà, faut tester. Donc il ouvre une urne. On comprend que l'urne contient plusieurs. Comment on pourrait appeler ça ? C'est quatre. Bouteilles, c'est des bouteilles. C'est des ampoules. C'est un petit. Alors. Oui, c'est vrai, c'est des ampoules. Vous voyez, pour les gens qui nous écoutent, les ampoules de vitamines qu'on peut prendre de temps en temps, c'est du liquide dans une petite fiole en verre. On en casse les deux extrémités et ça coule après tout seul. Vous voyez, c'est la même chose avec du liquide noir. Une bouteille de Perrier avec du liquide noir chelou à l'intérieur, pour faire plus simple. Donc David, il ouvre une bouteille de Perrier, il se met une petite goutte de ce liquide noir et il va voir Holloway. Pour être raccord avec ce que disait Kevin, Holloway qui est en pleine dépression parce que du coup il est pas bien, il est content d'être tombé sur des tombeaux, il est pas content d'être tombé que sur des tombeaux du coup, des tombeaux vides. David arrive, va s'en suivre une conversation qui est bigrement intéressante sur les tenants et les aboutissants de sa vision lui d'Android et de son statut d'Android par rapport à ses créateurs, comment il vit le fait de connaître ses créateurs, etc. Et par contre, après, David va demander à Holloway jusqu'où il serait prêt à aller pour connaître la vérité sur ses origines. Et Holloway lui dit très simplement à tout, je serai prêt à tout. Ce qui est l'élément déclencheur pour David pour lui dire, on va fêter ça avec une petite coupe de champagne. Il lui verse un verre en glissant cette petite goutte d'huile qu'il avait gardée sur son doigt pour que Holloway l'ingère directement. Et on va avoir la première réaction à un humain, et en fait la réaction visuelle en plus de la réaction qu'on a eue au début du film avec avec l'ingénieur, à l'agent A0-3959X.91-5. -15, pardon. Je voulais le placer, et je l'ai fait. À vous. Voilà. Donc là, on doit dire quoi ? Des chiffres et des lettres qui se suivent ? Après, Holloway, il retourne dans sa cabine et bim, il baise avec Shaw. Et du coup, Alors, je suis désolé. Avant ça, on a une conversation très intéressante qui fait écho à la conversation qu'il a eue avec David et tout le sujet du film et même de l'univers Alien sur la création, la fécondation, les liens de parenté, qui sont des sujets très importants en fait dans l'univers. Et qui, encore une fois, parce que dans beaucoup de films ça passe à côté,
ou dans beaucoup d'œuvres de l'univers Alien, ça passe à côté. Encore une fois, ici, on passe à côté d'une excellente réflexion sur la fécondation et sur la création. On passe vite fait sur le fait que les humains, voilà, ils ont créé parce qu'ils s'ennuyaient, que en tant que création, David fait réfléchir à la déception qu'un humain aurait s'il entendait ça, enfin tout ça. Ensuite on a une réflexion sur la fécondation en sachant que Shaw est inféconde et que juste avant Holloway un peu saoul avait complètement omis oublié d'y penser et avait dit que vaut-on si on ne peut pas créer la vie. Bref, toutes ces conversations qui sont pas anecdotiques, mais qui sont en parallèle à chaque fois avec d'autres choses, donc une scène de sexe, qui sera même pas une scène de sexe au final, et une scène d'empoisonnement, sont passées en fait un peu à côté, et je trouve ça dommage, étant donné qu'on aurait pu avoir une belle réflexion sur le sujet. Oui, mais c'est ça, c'est rushé en fait. Non, mais c'est le problème de ce film, c'est qu'on aurait pu avoir plein de bonnes choses, mais en fait non. Ça passe très vite. Et c'est toi, t'es obligé à un moment donné. Toi, je l'ai regardé que 2 fois, parce que non, 3 fois c'était trop, je voulais pas. Et déjà au deuxième visionnage, pour préparer l'émission, j'avais pas envie. Mais ça doit se sentir, même là, hein, même quand on enregistre, ça doit se sentir. Ce film ne me motive pas. Et ouais, j'ai noté toutes ces conversations. Mais en fait, elles sont tellement mises au second plan. Tous les éléments qui pourraient avoir du sens et qui rendraient le film intéressant sont relégués en fait au second plan ou au détour. C'est pour faire une métaphore, si tu veux une information importante quand tu travailles dans une grosse entreprise, tu ne l'auras jamais dans ton bureau. Il faut que tu sois à la machine à café. C'est quelque chose de complètement informel. Et bien ce film, tout ce qui est important, c'est la machine à café en fait. C'est-à-dire que dès qu'il y a un moment qui peut être hyper intéressant pour le background, pour même créer des réflexions, c'est glisser comme ça entre 2 scènes d'action. Et du coup, ton cerveau, il n'a pas du tout le temps, il n'est pas du tout préparé à ce qu'il reçoit comme information, et tu passes à côté et hop, le film s'enchaîne. Et c'est dommage. Non, moi, il y a juste un truc qui fonctionne bien sur moi, c'est juste après donc cette scène de sexe, enfin, qu'on imagine. Ouais, scène de sexe, c'est petite lumière tamisée, 3 Ouais. bisous, fondu en noir. On n'est pas là pour baiser en fait, on s'en fout quoi. C'est voilà, bon, ils ont. Bah ouais, c'est juste pour nous dire qu'il y a eu l'acte, puisque ça sera important C'est important pour la suite. Ouais. dans 5 minutes. Donc ensuite, deuxième expédition. Holloway est pas bien. Enfin, pour le coup, il est vraiment pas bien. Donc on se doute que c'est à cause de David. Donc retour, parce que Holloway est pas bien. Demande de quarantaine de Shaw. Lance-flamme sur Holloway. Et donc Holloway meurt. Pour moi, tout ça, c'est du remplissage. Ouais, c'est des actes qui se passent et que je me dis, ok, il est mort. Ça a pas l'air de trop attrister tout le monde. En même temps, personne ne se connaissait. Et le truc que j'apprécie beaucoup, c'est donc ensuite, il va y avoir Shaw qui va être allongé. Et David va lui dire, vous êtes enceinte de 3 mois. Et donc, première stupéfaction, on va se dire, c'est pas possible que je sois enceinte déjà. Et de 3 mois non plus, parce que la dernière fois que j'ai couché avec mon mari, c'était il y a 10 heures. Donc tu te dis, On est dans Alien. c'est ça, ça fait penser à un truc dans Alien quand même. Chouette, ça fait 1h40 que le film est commencé. Il va peut-être enfin pouvoir se passer On des va trucs pour avoir lesquels un xénomorphe. normalement j'ai signé. Mais avant ça, revenons sur les péripéties du léprechaune et de son meilleur ami. Les aventures du Leprechaun et de Milburn, en effet. Oui, parce qu'ils arrivent donc, eux, ils découvrent après tout le monde la salle des urnes. Et donc, mais cette fois-ci, les urnes, elles sointent de ce liquide noirâtre. Vu que ça se passe après qu'ils soient partis, donc ils estiment, pendant la tempête de silice en fait, ils estiment que l'environnement a été corrompu. Je pense que c'est pour ça que les urnes suintent, vu que c'est expliqué nulle part d'autre à un moment donné. Donc bon. Oui, Voilà. mais eux, ils arrivent après parce qu'ils l'ont pas vu cette salle. Non, en ils ont fait. pas vu du tout, ouais, bien sûr. Non, parce que vu le cadavre à l'entrée, ils voulaient pas rentrer. Ouais. Par contre, là, ils ont vu le cadavre à l'entrée, ils ont fait oh, allez. Ouais, mais parce que juste avant, ils ont vu des dizaines de cadavres. Donc ils se disent, un C'est cadavre, c'est mieux que 10. Et donc là, on va voir un espèce de serpent. Enfin, on va pas savoir ce que c'est. On va se douter que c'est le ver de terre qu'on voit bien avant dans le film, Oui, qui a muté du coup. qui a muté dû à la contamination de ce liquide noir. Il va se relever, tout simplement. On va pas savoir ce que c'est. Ça a une forme phallique. Mais bon, après, ça reste du Giger. Hein, donc, Ça reste du Alien normalement. Enfin, voilà. Alien Un d'univers. en pénis, tout cas. vagin, papillon. Et quand il ouvre, il va ouvrir
je peux pas appeler ça sa tête, mais Son son gland. extrémité. Il va ouvrir son gland. Ouais, oui, typiquement, c'est ça. Il va ouvrir son gland et on va voir. Ses ailes, soyez classe. Donc ses ailes. On va découvrir quelque chose d'autre. Donc, vas-y, je te laisse dire quelque chose de poétique, Vivien. Un vagin avec des dents. C'est un peu ça, une sorte de vagin avec des dents. Donc on a On va oublié dire la plutôt- poésie, quoi. Voilà, non, c'est une fente dentée avec des petites ailes sur les côtés qui tient debout par un long cou, on va dire, trempé dans l'eau. Donc ensuite, péripétie, le léprechaun tombe et meurt. Tout simplement. Enfin, Alors, un autre truc, on a le fameux sang acide qu'on Oui. retrouve dans les aliens qui fait fondre le masque. Le leprechaun se fait asphyxier par son masque fondu qui se moule parfaitement avec son visage. L'autre se fait péter le bras par le lombric et se le fait entrer dans le corps. Le lombric s'infiltre par le Voilà. trou qu'il a fait dans la combinaison, C'est en ça. lui pétant le bras, arrive dans le haut de sa combinaison, donc au niveau de son casque, et s'enfonce dans sa bouche, en fait, tout bêtement. Voilà, floup. Et c'est la fin des aventures de Milburn et du Léprechaun, du coup. Pour vraiment que les gens qui n'ont pas vu le film, qu'est-ce que vous foutez là, bordel, comprennent un peu à quoi ressemble cette espèce de... Donc on a dit, une bite, un gland avec un vagin et des dents et des ailes, vous allez rien comprendre à tout ça. Moi vraiment, si je devais mettre une image sur un truc que vous connaissez un peu, si vous avez vu Star Wars, l'épisode 4, l'original, Star Wars original, à un moment donné, Han Solo et ses copains, ils sont coincés dans le vide ordure de l'étoile noire. Et il y a un espèce de lombric qui sort de la flotte où ils sont et qui va entraîner Luke Skywalker dans l'espèce de jus de poubelle qu'il y a avant que les murs se rétractent et les compressent. Et ben ça ressemble exactement à ça en fait. Enchaînons. Donc l'attaque de... Enfin, on sait pas trop ce que c'est, hein. C'est... Un loup-garou. Le léprechaun, parce que voilà, et on sait pas trop ce qu'il est devenu. Il est devenu un peu plus fond. Enfin, voilà, on sent qu'il a muté à cause du liquide noir. Il commence à buter la moitié de l'équipage. Derrière, il va se faire cramer. Scène encore une fois intense d'enjeux et de Dramaturgie. De dramaturgie. Voilà, encore une scène où on se dit heureusement qu'elle est là, ça permet de faire avancer le récit. Attendez, on a une très bonne scène, par exemple, toute cette scène-là où elle va se battre pour se faire retirer le corps étranger. Oui, mais on y arrive là. On y Euh, arrive. Ah pardon, j'ai cru que vous venez de la skipper. Bah non, on peut pas ne pas. Non, attends. non, on a skippé. Mais non, mais je sais pas, vous ne respectez pas du tout ce film, je me suis dit... Oui, ça c'est vrai, mais on. Non, et donc, ensuite, comme tu dis, Shaw arrive donc là où il y a le Mediapod pour faire une césarienne et donc un avortement, sauf qu'on lui dit. Alors attends, juste, on a oublié de contextualiser. Dans ce vaisseau, le vaisseau qui les a conduits sur cette planète, il y a un Medipod. C'est une cabine, globalement, où qui va t'opérer tout seul, qui peut même gérer des opérations à cœur ouvert. C'est-à-dire, t'as un problème, t'es pas bien, t'es malade, genre t'as une crise d'appendicite, tu tapes sur ton écran, sur ton petit clavier, j'ai une crise d'appendicite, s'il vous plaît. Tu rentres dans cette cabine et tu vas te faire opérer tout seul, cautérisé, machin. Plus besoin de docteur. C'est un appareil super, génial, qui, on te le dit d'ailleurs dans le film, coûte une petite fortune. Et c'est là que va aller Shaw parce que voilà, on lui dit qu'elle est enceinte, elle comprend qu'elle est enceinte d'un truc, à mon avis c'est bizarre déjà, donc c'est pas possible qu'elle soit en cloque et tout, donc elle en déduit qu'elle a un corps étranger dans le corps, et idée de génie, elle va à ce Medipod pour se faire enlever ce corps étranger avant que ça foute un peu plus le sbeul. Mais Vas-y Kevin. Mais... le Medipod, enfin celui-ci, ne peut être utilisé que par les hommes. Oui, ce qui est très con, surtout qu'il est dans la chambre de Vickers. Qui est une femme. Qui est une femme. La chef de l'expédition, entre guillemets. Tu te dis, ok, d'accord. Donc, ça coûte une blinde. Mais vraiment une blinde, hein, il t'appuie bien dessus. Et le truc est pas unisexe. Et puis ils se sont trompés, en plus, ils l'ont mis à la mauvaise personne. Oui, ils l'ont mis dans la chambre de la mauvaise personne en plus techniquement, ouais. Ils l'ont mis dans une chambre. Félicitations, Welland, du coup. C'est ça. Enfin bref. Elle arrive à se faire opérer parce qu'elle est intelligente quand même. Enfin, elle est intelligente. Shaw demande à l'appareil de lui enlever, vu que elle peut pas elle demande une césarienne au départ, mais bon, du coup, c'est pas possible parce que on fait pas de césarienne aux hommes. Elle demande d'enlever à la machine, au Medipod, elle lui demande d'enlever un corps, comment on dit ?
Un corps Un étranger. corps étranger, s'il vous plaît, et elle rentre dans le Medipod, et le Medipod va s'occuper de lui enlever un corps étranger dans la paroi abdominale. Ce qui va se passer, hein, en effet, un petit peu de bétadine, un petit coup de laser pour ouvrir la paroi abdominale, et on va sortir un poulpe, globalement. Mais je comprends pas que la machine s'arrête juste à enlever un poulpe, parce que du coup, vu que Shaw est une femme, et qu'elle a un corps étranger, qu'elle déclare qu'elle a un corps étranger, mais que la machine n'est pas faite pour traiter les femmes, pourquoi elle lui enlève pas tout le reste, du coup, tout l'utérus, enfin tout ce qui n'est pas un truc d'homme. On n'est pas une incohérence près, Olive. Donc elle sort l'espèce de poulpe. Elle s'enfuit. Alors le truc qui ressemble à rien. Mais bon, Le poulpe lui vomit quand même, il crève, Ouais. il crève cette espèce de poche où il était enfermé. Deuxième explosion. ouais, c'est l'espèce de placenta quoi. De placenta, ça, et elle a encore le bide entièrement ouvert. Elle n'a pas encore été recousue à ce Ouais. moment-là. Donc c'est Ouais. petit sémi, mon amour. La merde lui redescend dans le ventre. Elle va sûrement mourir d'une infection. Il n'y a pas spécialement de soucis à se faire. Pas hein, trop. Bon, 3 agrafes et un bisou plus tard. Elle sort, elle enfile une combinaison. Il est temps de partir. Il est temps de se casser. Oui, et puis là, on voit un twist du film. Wayland était dans le vaisseau. Donc on se dit, waouh, on l'avait pas vu venir. Pour le coup, ça, je l'avais pas vu venir, hein, parce que je m'étais Ah pas ouais, posé moi non autant de plus. questions. Et donc, Ah, on se... sérieusement. Ah non, parce que j'en avais rien à faire, moi, pour le coup. Ensuite, on apprend que donc Vickers et sa fille, que ça a pas l'air d'être une relation très très bonne. Et ils vont sous le dôme, enfin dans un vaisseau, parce que David a trouvé Un Michel, un Michel en stase. c'est ça, qui est en stase. Alors, juste, tu payes 1000 milliards de dollars, tout ce que tu veux, Wayland. Mais la justification, elle est dégueulasse. Wayland, ce qu'il recherche, c'est l'immortalité, en fait. Oui. Mais enfin, excusez-moi, mais à quel moment tu mises autant sur l'immortalité? Tu vas rencontrer tes créateurs. À aucun moment, ton créateur, ça se trouve, lui, n'a pas l'immortalité. En plus, il a le même génome que nous, donc il doit mourir comme tout le monde. Mais comment tu peux miser autant sur une incertitude aussi grande? Alors, est-ce qu'il y a une métaphore pour dire que c'est l'immortalité dans la découverte? Ou est-ce que c'est l'immortalité vraiment physique qui cherche? Bah, vu la gueule de Wayland, moi j'ai l'impression que c'est plus la physique. Hein. Parce que, encore une fois, si je fais juste une petite référence à l'univers Alien, très rapidement, dans Alien versus Predator, qui, quoi qu'on en dise, est canon à l'univers Alien, bien plus peut-être que... Bon, je vais pas m'énerver tout de suite de Prometheus. C'est le même postulat en fait. Le Wayland de Alien versus Predator veut à tout prix trouver l'objet de la quête du film en étant le premier pour atteindre l'immortalité, mais c'est une immortalité intellectuelle, ce n'est pas une immortalité physique, tu vois. Il veut rester dans les mémoires au-delà de sa mort. Et là, non, dans Prometheus, donc bon, on revient dans le truc un peu chiant. Dans Prometheus, ce Wayland-là, non, c'est ça, il cherche une vraie immortalité physique. Enfin, moi c'est comme ça que je le perçois. C'est hein. comme ça que je le Après, perçois, c'est peut-être- comme ça que je l'ai perçu aussi, parce qu'on te l'explique pas autrement en même temps. Après, au-delà de cette réflexion sur l'immortalité qui revient chez Wayland, il y a aussi toute une réflexion qui est encore mise de côté sur les croyances qui est mise au tout début du film quand on voit les flashbacks, mémoire, rêve de Shaw dans laquelle est une civilisation faite, enfin comment on appelle ça, font des funérailles dans laquelle on apprend que sa maman est morte et dans laquelle on apprend que il y a plusieurs religions, ça on le sait, mais ça a son importance dans l'instant. Qui devait avoir son importance dans la suite et qui a été encore une fois là aurait pu revenir mais n'est pas vraiment réexpliqué en fait et mise de côté. Non mais tout simplement, ce film a une grosse base religieuse, quoi qu'on en veuille. Un gros socle créationniste de toute façon, qui transpire de lui et de Prometheus et de sa suite. Hein. Exactement, donc ok, je veux dire, oui ça peut être un sujet intéressant, il y a pas... mais c'est traité vraiment... Avec le cul. Ouais, et encore, je pense que ça aurait été mieux traité avec le cul, mais non, donc on va skipper tout inutile. Il rencontre ce créateur se réveille, il fait un câlin à la tête de David, mais il y va un peu fort, donc il lui arrache.
Ah, quel dommage. Moi, je le sentais que ces mecs étaient des hommes, enfin des humanoïdes gentils. Les Michel, ça peut pas être des méchants. Bah non, Bon. Il s'appelle Michel Sauf- déjà. Ouais, sauf qu'ils butent tout le monde. Donc pour le coup, Wayland, t'inquiète, elle tombe un peu à l'eau. Oui, il meurt. Welland, il se fait péter aussi, hein, ça. Ouais. Bah, il se prend une droite et puis il est mort, quoi. C'est Donc, ça. Non, il se prend un coup de tête. Ouais. Ah oui, il se prend un coup de tête. Donc il meurt. Et bah, il a rencontré son créateur. Il l'a même touché. Et, je pense qu'il a vu la grâce. Et donc Shaw arrive à s'enfuir. N'oublions pas qu'il y a quelques heures, elle se faisait opérer. Sans trop d'anesthésie. Hein. Non, Donc, mais tu la vois au cours de toute de ce moment où elle va se faire opérer, où elle sort de l'opération, elle a un stylo à aiguille, comme on a souvent dans les films un peu de SF, comme ça, qui peut t'injecter un anesthésiant ou peu importe ce que tu t'injectes. Elle en fait beaucoup, hein, des injections quand même. Non, Beaucoup après, trop. Je pense que tu t'endors au bout d'un moment. non mais après, ce que j'aime bien, c'est que tu la sens qu'elle souffre quand même dans sa course. Oui, ouais, tu sens qu'elle, tu sens tu qu'elle peine. sens que l'adrénaline est là, mais tu sens qu'elle peine. Donc, Non, mais ouais, excuse-moi. pour revenir juste une dernière fois sur toute cette scène-là, cette scène est parfaite, je trouve. C'est juste le problème, à part la gueule du poulpe, le problème, c'est juste la scène qui est mise en relation avec ça, en fait. Coupure, pas coupure, je sais pas comment. Cut. J'arrive pas à trouver le mot, enfin, ouais, enfin, voilà. En même temps, il se passait un combat avec un loup-garou monstrueux dehors dans le hangar, et ça nous est mis par-dessus. Et c'est ça qui loupe complètement la scène, parce que la scène avec Elizabeth Shaw, pour moi, me fait énormément penser dans cette scène-là à Hélène Ripley, et vraiment, je trouvais cette scène magnifique. Il suffit d'enlever tous les cuts où tu vois l'autre scène d'à côté, et t'as une super belle scène qui fonctionne super bien, où tu ressens là pour le coup la douleur d'une femme. T'aurais préféré avoir la scène dans son entièreté, plutôt quitte à soit. Enfin, on C'est demandait ça. même pas un plan séquence, hein, ça pouvait être cuté autant qu'on voulait, mais que on ait que ça, que ce soit pas cuté avec en parallèle Milburn ou le Léprocone, je sais plus, qui revient et qui Je crois que les c'est emmène. Milburn. Je crois que c'est Milburn, ouais, qui lui aussi était infecté et qui revient sous forme de loup-garou chelou. Et oui, ça aurait été préférable, je pense que ça aurait été préférable, mais c'était pas standard. Ce genre de truc que toi tu veux n'est plus standard au film d'aujourd'hui en fait, dans la réalisation. Et c'est le standard qui l'emporte, hein, malheureusement. Bref. Ouais, mais le problème, c'est que Scott, c'est quand même un vieux de la vieille, donc il aurait pu. Scott, Cameron, ça c'est des réalisateurs qui, même Spielberg je pense, et encore Spielberg, je vais le mettre dans une case à part. Ils ont eu leur fulgurance, ils ont eu leur moment, ça reste de très grands réalisateurs, mais je pense qu'aujourd'hui, maintenant, ils commencent à être dépassés par ce qui se passe, en fait. Enfin, c'est l'impression que j'ai quand je vois, par exemple, Covenant, par exemple, ou bon, Prometheus, tu vois, mais pour Cameron, Terminator Dark Fate, quoi, même s'il l'a que produit, il était derrière, et il l'a dit lui-même, c'est mon Terminator 3. Quand tu vois le résultat, tu dis, oh, mais les mecs, vous êtes paumés complètement, quoi. Non, mais je suis d'accord, mais t'as plus l'impression que Scott, ça lui tenait plus à cœur. Oui, Bon, après, oui, tout à fait. Voilà, le résultat est pas ouf. Je pense que, enfin, peut-être que lui, il en est content et bah, tant mieux pour lui. Mais moi, j'ai pas été conquis. Donc, parce que là, on va aller vite. Hein, Oui. l'avion, enfin l'avion, Le vaisseau le vaisseau des Michel. donc des Michel, donc le Michelator. Il va pour décoller et aller sur Terre, éradiquer la race humaine. Enfin, ça, c'est Sauf ce que les protagonistes Ouais. du film comprennent. Moi, j'avais pas compris ça du tout. Mais c'est ce que eux ils comprennent. Oui. Genre, oui, il faut empêcher parce qu'il va aller sur Terre tout niquer. Oui. D'accord. Ce serait pas une mauvaise chose, j'ai envie de te dire. Oui. Mais donc après, t'as Idriss Elba, donc Janek, ils lui disent vas-y, détruis-le. Il fait ok, bon, je vais m'envoler, je vais le défoncer. T'as ces deux copilotes qui étaient vraiment les deux mecs qui faisaient de l'humour. C'est un peu les comic relief de la cabine de Ouais, pilotage. Ouais. Exactement, ils disent bon, vas-y, on est avec toi, allez, vas-y, sans les mains, bim, explosion, le truc qui tombe, il court. Ça tombe encore, il y a la blonde qui meurt, c'est super intéressant. Ah, Kevin, il veut rush. Kevin, il veut... En même temps, je te cache pas que j'en ai marre. Non mais il y a Non, mais il y a plus rien. je Il y a rush. rien. Bien sûr, il y a Mais il rien. y a quoi C'est vrai. il y a quoi d'intéressant pendant ces 20 minutes Si, là il y a juste le moment où tu te dis, mais pourquoi tu tournes pas à gauche? Genre, t'as 50 cm à faire sur la droite ou sur la gauche et t'es sauvé. Non mais je suis d'accord avec toi, mais ça pour moi c'est pas une bonne explication parce que Shaw, elle serait pas tombée, elle l'aurait pas fait la roulade.
Parce que t'es sous un état, t'es tétanisé par la peur. Tu cours tout droit parce que ton cerveau, c'est ton cerveau reptilien qui dit bah cours. Encore une fois, Je suis pas sûr, pour contextualiser de quoi on moi je parle, pense que si, sous la peur, ton corps réagit pas de façon logique. le vaisseau alien qui ressemble à un espèce de gros signe oméga, un énorme oméga, retombe une fois que il s'est fait pilonner par le vaisseau humain pour l'empêcher de quitter la planète. Il retombe sur la tranche et il avance, il roule un petit peu comme l'énorme boule qui poursuit Indiana Jones dans le premier Indiana Jones. Et on a donc Vickers et Shaw qui sont les deux survivantes qui sont poursuivies par cet énorme vaisseau. Et beaucoup de gens ont critiqué cette scène-là, à raison ou à tort, peu importe. Moi aussi, je l'ai critiqué en disant simplement, bon, à un moment donné, les filles, faites un pas sur le côté, il va passer, et tu vois, au lieu d'être poursuivi par une galette énorme comme ça, c'était facile de l'éviter. Si ton seul argument contre le film, c'est ça, c'est complètement con. Dans un contexte où ça fait partie de tes arguments pour un peu casser le film ou apporter de l'eau à ton moulin, ça fonctionne. Et je rejoins ce que dit Kevin. En effet, dans une situation pareille, en étant très premier degré, ton cerveau peut juste te dire galope, 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 va droit devant. Mais c'est une scène qui a fait couler énormément d'encre, qui a vénère beaucoup, beaucoup Twitter au moment de sa sortie. Ouais, et moi, c'est vraiment pas la scène qui me vénère le plus dans le film. Moi, elle me fait rire. Non, moi non plus, mais c'est juste une scène. Oui, voilà, c'est une scène marrante, débile en fait. C'est juste. C'est ça, mais quoi. en fait, c'est une scène qui te sert à buter un personnage dont t'en as rien à faire. C'est ça. Il y avait du budget pour péter Vickers quand même. Elle avait plein d'autres façons de mourir, hein, mais elle meurt écrasée par un énorme vaisseau. Fallait une mort. Il fallait que Michel Hathor bute quelqu'un. C'est vrai. Et le Michel Hathor a bien réussi son coup. C'est du ça. coup, ouais. Et donc là, Shaw n'a plus d'oxygène, va dans le module de secours, et là, l'ingénieur arrive. Il est pas content, il veut tuer Shaw, mais roulement de tambour. Le poulpe qui faisait 15 cm en fait maintenant 18 mètres. On est passé de poulpe à kraken. Le poulpe. Non mais à quel moment le poulpe il est devenu aussi grand? Alors encore une fois, non, c'est pas débile. Si on reste dans l'idée que ce film est donc un canon à Alien, les aliens, c'est ce qui se passe. Hein. Je rappelle, les chestbusters font 50 cm de long. Au bout de quelques heures, l'alien fait 2 mètres de haut. Non mais je suis d'accord, je dis pas que c'est débile. Moi je pose juste la question. Le truc il faisait 15 cm. Après t'as l'impression que c'est le Kraken dans Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes. Donc et puis bon après bagarre, bagarre entre l'ingénieur. Pareil, cette scène elle est ultra longue. Oui, et molle. Alors que Oui, et tu sais ce qui va se passer. L'autre il se débat, mais tu dis bon bah tu vas mourir mon gars. Arrête. S'il te plaît. Avant d'enregistrer, là j'ai regardé le film en vitesse x2. ça devait être marrant, tiens. Et bah, alors c'était déjà très très marrant. Et en vitesse x2, la scène est bien. En fait, il aurait suffi que la scène dure 2 fois moins longtemps. C'est vrai qu'il a. Je erreurs re-regarde le poulpe. C'est vrai que ce poulpe est énorme. Il est. Juste, si. Ce que j'ai. Et je crois que c'est vraiment le plan que j'ai préféré du film. En plus du plan de avant la césarienne ou après, je sais plus comment dans moi aussi, j'adore ce plan. C'est quand il y a le début du générique de fin. Non, c'est pas celui-là. C'est quand le facehugger on le voit au sol, le facehugger, et on a un plan de quelques secondes, malheureusement, où on voit vraiment la forme du facehugger et qu'on comprend que c'est un facehugger primitif. Ça, c'est ma scène préférée. On comprend si on le lit à Alien. Hein, si t'as jamais vu Alien, tu comprends pas. Mais oui, en effet, tout à fait. Moi aussi, ça m'a fait mon petit effet parce que c'est que en le revoyant au premier revisionnage là, au début de semaine dernière, que j'ai compris que c'était un facehugger. Après le film, je l'avais pas vu 40 fois. Hein, je te cache pas, je l'avais vu une fois au ciné. J'avais dû le re-regarder en me marrant et en me disant mais putain c'est de la merde. Et je l'avais jamais revu depuis, hein, sauf là. Et je le reverrai pas avant un moment, je pense, après ça. Et bref, tout ça pour dire que Shaw, du coup, est contacté par la tête de David,
Qui lui... bah, Non, c'est Ouais, je sais, mais ça va faire son petit effet. ça devait être écrit dans le scénario, je pense, hein, comme ça. Donc du coup, la tête de David lui dit on va s'entraider parce qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul vaisseau et on va pouvoir quitter cette planète et tu vas avoir besoin de moi pour aller à la rencontre des Michel, qui était un petit peu le but premier de Shaw. Shaw a dit d'accord. Shaw met la tête de David dans un sac à dos en s'excusant. David dit t'inquiète, c'est pas très grave. Ils font de la varap ensemble et puis plan final d'un vaisseau qui s'envole vers une nouvelle destination. Non mais l'explication de pourquoi Shaw va sûrement dans la... Enfin, se dirige vers les ingénieurs plutôt que la Terre. Bah, c'est ce qu'elle a choisi de croire. Ouais, non, c'est parce qu'elle veut savoir pourquoi les ingénieurs veulent nous détruire. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est quoi cette justification? Encore une fois, tu ne le sais pas, tout ça. Tu le déduis de tes déductions nulles. Nul. Non, mais à un moment donné, tous les choix que font ces mecs, il y a rien de logique. Je sais pas, moi, ce choix, je le trouve vraiment logique, en fait. Mais non, mais parce que tu sais pas s'ils veulent te détruire. C'est une Mais supposition. si, tu le sais. Mais non, c'est une supposition que tu fais. Non, c'est pas une supposition, c'est dit par David. Oui, mais c'est dit par mais David, mais il encore a vu compris les- de quoi? Mais il l'a compris parce qu'il a lu les plans, il l'a compris de la même façon où il a compris qu'il y avait plusieurs vaisseaux. Il a lu les plans, il a été en contact avec le vaisseau et avec il a vu la Terre, il a vu tout ça. On est Mais- sur un robot hyper intelligent Non, mais qui a été en contact comme une clé USB et qui a pris des informations. Pour moi, ça, il n'y a pas de problème sur ça. bah, moi, il y a un gros problème parce que on te dit que les ingénieurs sont morts depuis 2000 ans. Mhm. C'est ça. Il y a 2000 ans, ils voulaient déjà détruire les humains. Bah ouais. Et pourquoi ils sont pas revenus? Parce qu'ils sont morts entre temps les Ouais, mais ingénieurs. il y en a plein d'autres des ingénieurs. Mais ils sont en stase. Non, mais je veux dire, il y en a d'autres Bah. sur d'autres planètes. Bah oui, parce que dans Mais qu'est-ce que Covenant, t'en sais dans Covenant, tu les vois, ils sont vivants. Bon, ils sont pouilleux dans Ah, Covenant eux. un peu, hein, mais Oui, ils Non sont mais un peu. Ouais. ils sont pouilleux, mais ils sont vivants quand même. c'est des, je veux dire, c'est des Oui, Michel. c'est vrai. T'as raison. Là, c'est. Mais oui, mais ils sont pas tous. Peut-être qu'il y a des classes d'ingénieurs militaires, des classes d'ingénieurs et civils. Non, mais je vois le problème. Oui, mais en effet, en fait, le truc, c'est qu'on doit trop déduire du film. Mais c'est ça. Le film se vendait à la base comme une révolution sur la création de l'humanité et une origin story à Alien. C'était ça, Prometheus. Hein. Les promesses de Prometheus, c'était ça à la base. Quelle ne fut pas ma déception. Non mais oui, mais en fait, il y a un truc qui revient assez souvent, c'est quand on te dit, quand Shaw te dit plusieurs fois, c'est parce que je veux le croire. Et ben en fait, tout ce film se base sur parce que je veux le croire. Toutes les déductions qui sont faites sont sur parce que je veux le croire. C'est vrai. Tout ce film est basé sur je veux le croire. Mais moi, j'y crois pas. Moi, les gars, vous m'avez perdu dès les 5 premières minutes du film. Je comprends l'envie de croire à quelque chose de plus grand que nous, de tout ça, de ces ingénieurs, de pouvoir les rencontrer, discuter, tailler une bavette. Sauf que tout au long du film, tu te rends compte que c'est juste l'obstination de deux archéologues, d'un vieux, et voilà, sur un truc qui est potentiellement... on sait pas. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est que ce film arrive pas à m'emporter. J'aurais voulu l'aimer, comme j'ai aimé Alien 1, Alien 2, Alien 3, Alien 4. Mais il y arrive pas, en fait. J'ai l'impression que ce film cale dès le début. Il tousse, en fait. C'est vrai. Le film, pour moi, il tousse beaucoup. Et parce que dès la scène d'introduction, en vrai, du film, dès que tu vois Michel qui va boire son Ricard noir, là, à aucun moment c'est écrit la Terre en moins 35 000 ans avant machin. On ne sait pas où c'est. C'est toi qui vas vaguement le comprendre. Ah, c'est la Terre. Bah, on sait pas, en vrai. On sait On pas. le suppose. Non, on sait tu pas. le supposes. C'est dans ce film, il y a tellement de choses comme ça qu'on sait pas. Alors, qui sont montrées. Puis... Apparemment, pour comprendre le film, il faut regarder le bonus qui sont dans le Blu-ray édition je sais pas quoi. C'est pour comprendre les enjeux du film. Money. Ouais, mais Donc, tu regardes pas un film avec un bonus. Bah Quand non. tu vas au cinéma, il y a que le film. Et c'est pareil, je voulais juste revenir aussi sur... Pour moi, j'ai l'impression que la première scène du film et la dernière scène du film sont oui. pareilles. Enfin, c'est des miroirs. Parce que dans la première, on va voir un ingénieur qui va mourir pour la création de quelque chose. Oui. On le déduit. À la fin, on voit donc l'alien mourir et on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est créé, une nouvelle vie qui est créée. Donc cette espèce de proto-xénomorphe qui s'appelle Vivien, Deacon. un Deacon. Dans la mythologie alien, apparemment. Dans le lore.
Et j'ai trouvé que en fait, la première et la dernière scène du film se ressemblent beaucoup. Sauf que dans la première, l'ingénieur choisit cette voie, alors que à la fin, il l'a subie. Oui, tout à fait. C'est une belle métaphore. Hein. C'est vrai. Ouais, tout à fait. Ouais. Sauf que ça, le film, il en fait rien. Au final. Bah non, c'est toi qui le déduis encore une fois tout seul. C'est le problème. Donc on va essayer de conclure rapidement et vous donner un peu nos impressions sur le film. Tout à l'heure, j'avais coupé court à une demi-heure à peu près en vous disant on va faire 2 postulats. Un, est-ce que le film fonctionne sans mythologie alien en tant que film de science-fiction qui essaye de construire quelque chose, une saga en fait. Et 2, est-ce que ça fonctionne dans la mythologie alien? Je vais prendre la parole tout de suite tant que j'y suis, comme ça après vous pourrez vous lâcher, on pourra débattre de ce que je vais dire. Voilà. Alors, est-ce que le film fonctionne en tant que film de science-fiction qui s'inscrit dans une saga, dans la saga Prometheus et ses suites, sans du tout rentrer dans une construction de film Alien, en occultant complètement Alien? Bof. C'est joli. Esthétiquement, il y a plein de choses qui me plaisent dans le film. En fait, il y a plein de choses qui fonctionnent, mais on base pas un film que sur son esthétique. Donc, il pose énormément de questions dans sa propre logique, hein, sans parler des questions qui concernent vraiment la mythologie alien. Il pose énormément de questions auxquelles il répond pas, absolument pas. C'est-à-dire qu'au début, on a des vagues enjeux qui te sont présentés, et ces enjeux à la fin du film ne sont pas résolus. C'est pas comme ça que ça fonctionne normalement un film. C'est pas comme ça que tu construis une saga. Le premier film d'une saga ou d'une trilogie, il a ses propres enjeux qui sont noyés dans des enjeux beaucoup plus grands, mais à la fin du film, les enjeux qui t'étaient présentés sont résolus. Je prends l'exemple de Star Wars épisode 4. Il y a un empire, il y a les rebelles, il y a la force, il y a des Jedi, il y a Darth Vader. L'enjeu du film, c'est simplement de détruire l'étoile noire. C'est ce qui va être fait, et le film pourrait s'arrêter là. S'il n'y avait pas eu les 2 autres, on aurait eu un film de science-fiction complet, en 3 actes. Et c'est tout. Et si tu y réfléchis 30 secondes, au-delà de ça, il y a un chevalier Jedi qui a reçu 1/100 de formation de Jedi. L'Empire existe toujours, donc tous les problèmes ne sont pas résolus et seront résolus dans la suite de la saga. Et dans Prometheus, on n'a pas ça. À la fin du film, il n'y a rien qui est résolu de ce qui a été présenté au début. Moi, c'est ça en fait, c'est ce que je vois. En tant que film d'action, en tant que film de science-fiction tout court, j'ai pas aimé. Parce que déjà, je l'ai vu moi-même en tant que film dans la saga Alien, mais aussi, même en essayant d'occulter cette partie-là, je l'ai juste vu comme beau, même pas en fait. Je l'ai même pas trouvé si beau que ça, parce que j'ai trouvé le truc trop sombre. Il n'y a pas assez de. T'as pas le temps de te poser sur les décors, t'as pas le temps de regarder ce qui a été fait. Et au final, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Il y a 2-3 endroits qui sont jolis. Il y a que les panoramiques qui sont beaux en fait. C'est ça en fait. Et au final, en tant que film d'SF tout court, je l'ai trouvé nul, parce que parce que il y a pas de. On te présente, comme t'as dit, plusieurs choses qui ne seront jamais résolues. Et maintenant, si je rentre donc plus précisément dans une conclusion dans la saga Alien, si ce film est dans la saga Alien, vu qu'il l'est, il y a tellement de choses qu'on nous montre et qui sont censées s'inscrire dans un lore, mais qui n'ont aucun sens, et au final on n'aura jamais nos réponses. Tout à l'heure j'ai parlé un peu de façon rigolote, comique, d'une émeraude géante dans une pièce, mais qu'est-ce que ça fout là? Le gars qui se suicide, mais pourquoi il se suicide? Mais parce qu'il faut réfléchir, il crée la vie peut-être, mais alors pourquoi il y a un énorme vaisseau derrière? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tout est différent d'une scène à l'autre? Le vaisseau qu'on voit derrière dans cette scène d'introduction, on voit l'ombre d'un vaisseau qui s'en va avant que Michel il picole son truc et qui se dissout en fait, qui fonde. Le vaisseau ne ressemble même pas à un vaisseau des Michel. Ça ressemble pas à un Michel à tort. C'est une espèce on dirait une soucoupe, un truc ovale un peu qui s'en va comme ça. Mais c'est dans quel film ça qu'il y a un vaisseau ovale qui a atterri sur Terre pour parler Premier contact. Voilà, premier contact, voilà, c'est vraiment le vaisseau de premier contact, mais mis à l'horizontale. Il te pose des trucs, il te montre des trucs, il te donne jamais de réponse, et donc en tant que film de SF tout court, tu comprends rien. En tant que film dans la saga Alien, tu te poses beaucoup de questions auxquelles tu n'auras jamais de réponse, et même dans la suite convenante, je suis désolé, mais qui se vend un peu comme Prometheus 2, qui est vraiment la suite directe de Prometheus, on nous répond pas à ces putains de questions. Je vais être un peu plus salé concernant l'inscription de Prometheus dans la mythologie alien. Kevin, t'y vas ou j'y vais? Ok, j'y vais, je vous dis au revoir. Non mais moi, comme j'ai dit, en fait, ce film, j'ai été le voir au cinéma avec un ami, et
Il m'a dit viens on va regarder le dernier film de Ridley et tout. Je dis moi ok vas-y. Enfin Ridley il a SF, moi je me rappelais d'Alien, donc je me dis ouais vas-y c'est pas mal. Il peut nous pondre un truc assez intéressant et tout. Donc j'y suis allé vraiment en ne sachant pas que ça avait un lien avec Alien. Hein. Je tiens à le préciser. Donc je regarde le film. Je suis pas emballé. Certes, c'est très beau, mais dans ce cas-là, Ridley arrête d'écrire un scénario, filme juste des paysages avec de la musique, et puis c'est cool. C'est pas quoi. de lui, hein, c'est pas de lui. Il est pas du tout impliqué dans le scénario. Ouais, bah, à un moment Il a donné, filmé aurait le dû scénario. relire. Il a filmé le scénario, mais voilà, c'est pas du tout. Ouais, bah, ouais, mais bon, ça lui tenait vachement à cœur, donc je pense bah, qu'il bien avait sûr. quand même un œil. Mais bon, soit le scénario est pas ouf. Et donc, j'en suis. Alors, avant cette dernière scène où on voit donc l'espèce de xénomorphe, j'étais pas emballé. Comme j'ai dit, j'ai pas été emballé. Les enjeux du film, pour moi, ne sont pas. Enfin, m'ont pas transcendé. Aucun des personnages, j'ai eu aucune affection pour aucun des personnages. Shaw, qui est un personnage féminin fort, certes, mais je préférais Ripley. Ça a fait pas mal de trucs comme ça. Et donc je me suis dit, bah, c'est pas un film de SF ouf. Certes, ça a duré 2 heures, donc voilà. Mais et quand j'ai vu donc cette apparition d'Alien plus la fresque et où mon cerveau a percuté que ça s'enregistrait dans l'univers Alien. Là, c'est passé d'un film pas ouf à un film vraiment mauvais, quoi. Je me suis dit, ok, putain, non, t'as pas le droit de faire ça. Enfin, si, t'as le droit parce que tu l'as fait, mais tu peux pas détruire toute une mythologie qu'on a appris à aimer avec les aliens pour en faire ça. J'ai envie de dire, non, Et puis- Ridley, non, quoi, non. Et puis surtout, ça ne répond là où le film se voulait être. On va vous révéler d'où viennent, quelle est l'origine des aliens. Déjà moi, en tant que fan d'aliens, je m'en foutais complètement de savoir d'où viennent les cafards de l'espace. Je m'en fous. Quand je vais voir un Pareil. film Alien, je veux un huis clos, que ça fasse peur, que ce soit mal éclairé, que ce soit speed avec une héroïne forte et qu'il y ait 4 actes dans le film. C'est ça, mais c'est comme moi. En fait, un alien, je le vois comme un virus. C'est ça. Ça va arriver, quelqu'un va être contaminé, ça va tuer des gens. J'ai jamais voulu savoir comment un virus avait été créé, on s'en fout. Ce qu'on veut voir, c'est comment le personnage principal va réussir à s'en sortir. Et bah là, non, là, j'ai limite envie de dire, bah faites-vous bouffer, c'est pas grave. Hein. J'aurais dû prendre du Prosium en fait avant d'enregistrer ce podcast parce que tu vois du coup moi il me met mal mais c'est ça, il ne répond à aucune question, il soulève beaucoup plus de questions auxquelles il répond pas, il y répondra pas plus dans sa suite, hein, Covenant qui va répondre si tu vas vaguement savoir d'où viennent les aliens et aux joies c'est naze, mais on en parlera plus en détail quand on fera peut-être Covenant, mais et surtout, il n'a aucune logique de construction, il n'y a aucun lien, il ne tisse aucun lien avec ce que va être Alien, le 8e passager, qui est censé, je rappelais, se passer 29 ans après Prometheus, et où déjà, en termes de technologie, tu as un fossé. Il y a un fossé, ils sont beaucoup plus en avance 29 ans après, 29 ans de Prometheus que après. Alors que un film comme comment c'est celui qui fait le lien entre Star Wars 3 et Star Wars 4 avec les Rogue One. Rogue Ouais. One y arrive hyper bien. Rogue One, meilleur très bon film film, Star d'ailleurs. Wars de la décennie 2010 à 2020, hein, de toute façon. Oui. Il arrive super bien à être complètement raccord avec l'après-quel qu'il est et qui lie complètement à l'épisode 4 qui se suit. L'épisode 4 doit commencer genre une demi-heure après la fin du film Rogue One. Et dans Rogue One, ils ont même été chercher des séquences en fait qui avaient été cutées des acteurs de l'époque dans leur vaisseau, tu sais, Red Leader, Yellow Leader, etc. Pour qu'on retrouve les mêmes têtes qu'on allait après retrouver dans Star Wars épisode 4. Donc il y avait un vrai travail là-dessus, et un vrai travail même technologique pour que ce soit cohérent avec dans l'immense saga dans lequel il s'inscrit. Et là, juste Ridley avec son propre film, hein, parce que le 8e passager, Ouais, c'est ça, hein. c'est de lui. Il a juste dit non, on va mettre des hologrammes de la Chouette des Patchou, ça va être vachement mieux. Mais va te faire enculer en vrai. Waouh, waouh. Non mais moi ça m'énerve un petit peu. Passez-moi du Waouh, Prosium. la violence. Mais je suis d'accord. Ouais, je suis un mec comme ça. Moi. Je suis un mec hyper violent. Après, est-ce que. Enfin, bien sûr, on peut, et il faut en vouloir à Ridley parce qu'il loupe sa propre saga en fait en faisant ça.
il détruit complètement tout. Tu disais que ça se voulait comme des réponses à la création des aliens, c'est ça? Le projet Alien Prometheus, aux origines du truc, c'est né Alien 0. Le projet D'accord, s'appelait donc Alien c'est-à-dire- 0 et a muté après à Aliens Origin pour devenir au final Prometheus. C'est-à-dire qu'on oublie AVP, la fresque sur les murs avec l'alien qui un xénomorphe qui ne fonctionne que avec les facehuggers, étant donné qu'on voit que les aliens sont différents d'après leurs hôtes, l'alien qu'on voit, le xénomorphe qu'on voit, c'est un xénomorphe qui fonctionne avec des humains. Donc ça veut dire que non, c'est pas la création des aliens, les aliens existent déjà. D'où vient l'agent, d'où vient le liquide noir, je veux dire. Tout ça, voilà, c'est des trucs où ils pop. Et ça dépop pas, c'est juste là, et puis ça reste dans ton cerveau, et tu te dis, mais pourquoi, et pendant 2 heures, t'as zéro Et explication. quand tu dis Ridley nique sa propre saga, hein, tu l'as pas dit en ces termes, mais ce que tu as dit juste avant, déjà ce n'est pas sa propre saga et ce n'est pas sa création. Hein. Oui, Il a non, bien réalisé sûr, le bien premier sûr. film avec un petit budget et beaucoup d'intelligence dans la réalisation et ça fonctionne hyper bien. Et Ridley s'est approprié lui-même avec ce personnage d'Alien et ce film Alien en disant Alien, les seules choses qui sont canon, c'est Prometheus, Covenant, peut-être la suite à Covenant, et enfin mon Alien. Tout ce qui se passe après, c'est décérébré et ça ne rentre pas dans ma croisade, enfin dans ma saga Alien. Donc bah déjà. Surtout en sachant la taille de l'univers alien qui s'étend sur des jeux vidéo, sur des livres. Mais arrêtons-nous sur juste tous aux les médias, autres- cinéma. Mais oui, même au cinéma. Mais même au cinéma, Alien vs Predator est un meilleur film Alien que Prometheus. Il Bien est sûr. plus canon, ne serait-ce que dans le choix des comédiens. Je veux dire, Welland, Oui. c'est Bishop, c'est le même comédien qui campe Bishop. On n'a pas été chercher Guy Pearce. Inutile de lui mettre une prothèse qui est vraiment dégueulasse en plus. Ça ne sert à rien de faire tout ça. Tu reprenais le même comédien, tu le collais dans Prometheus. Il avait l'âge. Enfin voilà, c'est un saccharide maintenant, le comédien qui joue Bishop. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, mais dans le fait de vouloir se réapproprier tout ça, fait que il change de personnage parce que dans le 1, c'est pas cet acteur-là. Hein. Non, dans le 1, c'est pas Je ça suis que ça. Bishop. Mais non. Et donc, c'est peut-être aussi une façon pour lui de montrer que il se réapproprie une saga qui n'est pas à lui. C'est ça. Et donc, c'est ultra dommage parce que Alien, c'est quand même des films cool à regarder. Je veux dire, le 1, 2, 3, 4 sont certes assez différents les uns des autres, mais ils sont plaisants à voir. Covenant, j'ai l'impression de voir une copie d'un alien mal fait avec un personnage féminin fort, mais qui est moins fort et moins stylé que Ripley. Tiens, comment elle en s'appelle fait- dans Covenant, l'héroïne? Elle s'appelle l'héroïne standard numéro 1. C'est ça, le truc. Voilà, j'ai le même problème. C'est, je ne sais pas. Mais Shaw, là, Elisabeth Shaw, dans une semaine, j'aurais regardé d'autres films, je me rappellerai plus de son nom. Parce que le problème, c'est que Ripley, elle est rentrée dans la pop culture. Ripley, c'est un personnage féminin fort. Tu mets Ripley dans une. C'est comme Sarah Connor. C'est deux personnages féminins très forts que les gens aiment, tout simplement. Mais on va pas tergiverser encore longtemps parce que ça fait quand même longtemps Une heure qu'on et demie. enregistre. Ça va faire 1h30. du film. Voilà, pas mal. je pense qu'on tout simplement on n'a pas aimé Prometheus, On n'a pas aimé que ce soit Prometheus, en film ou dans la saga Alien. Donc allez le voir si vous voulez, mais Faites-vous votre propre opinion, hein, toujours. Hein. Chacun vit son cinéma, hein, c'est vraiment le plus important. Faites-vous Nous, on votre n'aime pas, mais on a. propre opinion, mais on va pas vous dire que c'est un incontournable, loin de là. C'est ça. Et si vous voulez voir des bons films aliens, bah regardez la tétralogie Alien. Alien. Alien, le 8e passager, Alien, Aliens, Alien Cube, Alien Résurrection. Résurrection, le dernier? Oui. C'est ça, c'est ça. Et pourquoi pas même Alien versus Predator? Requiem, le Alien versus Predator 2? Non, je pense pas. Mais AVP, réalisé par Paul W.S. Anderson, Resident Evil, voilà. Mais ça reste un bon divertissement. Mais si vous voulez vraiment, voilà. Et un film intéressant même pour le lore. Et un film intéressant pour le lore Alien, si le lore Alien vous intéresse. Mais voilà, Prometheus, faites-vous votre idée si vous l'avez pas vu, mais ça restera vraiment pas un film dont on se souviendra d'ici une quarantaine d'années, comme on se souvient encore de la tétralogie Alien. Alien qui est sorti en 79. 79, je vous rappelle. ouais, c'était 80 ou 79, j'avais un doute et c'est 79. Alors, avant de se quitter, je vais juste déjà vous remercier parce qu'on est plus de 100, vous êtes plus de 160 abonnés maintenant à notre chaîne YouTube, à nous écouter aussi sur Spotify, les Apple, enfin tout ce qui est plateforme de podcast, mais là-dessus on n'a pas de regard, je peux pas donner de chiffres comme ça.
etc. On atteint des sommets avec la vidéo rock en termes de vues, et encore merci beaucoup. On l'explique pas spécialement, on n'a pas, voilà, on cherche pas, voilà, mais on va dépasser les 1000 vues, je pense, dans la nuit là qui arrive. La nuit, enfin en tout cas, la nuit d'où on enregistre cette vidéo. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à continuer de partager, regarder, ça nous touche vraiment beaucoup. Ouais. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et puis nous on se dit, eh bien, à la semaine prochaine. Salut les garçons. Merci. Salut. Et bisous. Bisous. Ciao.